L'affaire du mari accusé d'avoir tué sa femme enceinte vient de devenir encore plus choquante. Je bois mon café ce matin en réfléchissant au prix des logiciels. Voici Lee Gilly sur LinkedIn avant qu'il ne devienne un meurtrier présumé en 2024. Il devait être jugé le mois prochain, mais il a ensuite disparu. Maintenant, les autorités à l'autre bout du monde l'ont en détention. Comment un homme a-t-il pu quitter le pays alors qu'il fait face à une accusation de meurtre passible de la peine capitale? Nous enquêtons sur cette affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Il n'y a pas beaucoup d'accusés faisant face à des charges de meurtre passibles de la peine capitale qui peuvent se préparer pour leur procès à la maison. Il ne semble pas que Lee Gilley va pouvoir bénéficier de ce luxe encore après ce qu'il vient d'être accusé d'avoir fait. Les autorités l'ont détenu en Italie. Et je vais vous dire dans un instant ce qu'il a dit aux autorités quand ils l'ont intercepté à Milan. Nous parlerons aussi un peu de certaines des nouvelles preuves que les procureurs ont présentées ces dernières semaines contre ce père devenu présumé meurtrier. Mais avant d'entrer dans tout cela, je veux vous mettre au courant de cette affaire et sur ce dont cet homme est accusé. Voici donc Lee et sa femme, Krista. Cela semble être un matin de Noël il y a des années. Les réseaux sociaux montrent que ce couple s'est marié vers 2017 et il semblait avoir tellement de choses pour eux. Franchement, Lee semblait avoir beaucoup de choses pour lui. Il vivait dans une belle maison à Houston. Et selon LinkedIn, Lee travaillait dans l'industrie du logiciel. Comme vous le savez, nous sommes une société de conseil en logiciel et je viens justement d'aider un ami à choisir un fournisseur de logiciels. À la maison, le couple avait également, selon les informations, 2 enfants. Et ils en attendaient un troisième en 2024. Mais ensuite, le 7 octobre 2024, tout a changé. La police de Houston dit avoir été appelée au domicile du couple vers 23h30. Cet appel a d'abord été signalé comme un suicide ou une overdose. Lee a affirmé avoir trouvé sa femme, Krista, inconsciente. Elle a été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté. Non seulement elle a perdu la vie, mais elle a aussi perdu son enfant à naître. Krista était enceinte de 9 semaines au moment de sa mort. Lee serait celui qui a appelé le 911 et il aurait déclaré que sa femme était allée se coucher 3 heures avant lui, puis qu'il était entré dans leur chambre et c'est là qu'il l'a trouvée. Les documents du tribunal montrent qu'il a affirmé au médecin que sa femme n'était ni suicidaire ni consommatrice de drogue, prétendant ignorer ce qui lui était arrivé. Les 2 jeunes enfants du couple étaient également à la maison lorsque tout cela serait arrivé, lorsque leur mère a perdu la vie. Maintenant, même si la police dit que Lee affirmait ne pas savoir ce qui s'était passé, les autorités disent aujourd'hui la vérité. Ce serait apparemment encore plus troublant que ce que quiconque aurait pu imaginer. Les documents du tribunal montrent que les blessures de Krista seraient compatibles avec une strangulation. Les médecins indiquent également que Lee aurait admis que le couple s'était disputé la nuit où elle est morte. Pourtant, ce couple semblait avoir un mariage parfait. Mais les procureurs allèguent que Lee avait eu des comportements très préoccupants dans les années précédant le meurtre de Krista, ainsi que dans les jours entourant sa mort. Nous allons en parler dans un instant. Mais je veux d'abord évoquer ce qui s'est passé après la mort de Krista. Lee a été arrêté 5 jours plus tard et la police l'a inculpé de meurtre passible de la peine de mort. Le voici lors de sa première comparution devant le tribunal à Houston en 2024 selon KHOU TV. Un juge a fixé la caution à 1 million de dollars. C'est une grosse somme d'argent, mais Lee a pu la verser par l'intermédiaire d'une société de caution le même mois que le meurtre présumé de sa femme. Lee est en liberté depuis, mais il a été obligé de porter un bracelet GPS. Maintenant, comment il aurait réussi à quitter les États-Unis ce mois-ci et à se rendre en Italie, c'est un élément clé de cette histoire. Et cela implique ce bracelet GPS. Et attendez de voir ce qu'il aurait dit aux autorités à Milan à son arrivée. Les documents judiciaires révèlent également ce qui se passait dans ce mariage, soi-disant parfait, au cours des années précédant la mort de Krista. Le mois dernier, les procureurs ont déposé un document exposant certaines des preuves qu'ils prévoyaient d'utiliser lors du prochain procès de Lee, et il contient des allégations explosives. Les procureurs affirment qu'en mars 2024, environ 6 mois avant la mort de Krista, Lee aurait publié sur Reddit qu'il s'ennuyait, je cite, dans son mariage. Et cet homme, aujourd'hui âgé de 39 ans, voulait une femme d'âge universitaire pour une relation d'amis avec avantage. Ensuite, les procureurs affirment que, dans les jours entourant le meurtre présumé de sa femme, le 7 octobre, le jour du meurtre présumé de Krista, Lee a acheté un nouveau SUV Kia Telluride, sans qu'elle le sache prétendument. Rappelez-vous, il était 23h30. Cette nuit-là, la police de Houston a été appelée chez eux. Ensuite, il y a le 6, c'est la veille du meurtre de Krista. Les procureurs disent que 2 amis ont vu Lee dans un bar local de Houston. Et il semble simplement qu'ils pensent qu'il agissait de façon étrange parce qu'ils disent
dans la conversation qu'ils ont eue avec lui au bar. Lee a qualifié son propre jeune fils d'un terme péjoratif pour désigner les personnes homosexuelles. Puis, un jour avant cela, des membres de la famille disent que Lee se comportait bizarrement lors d'une fête à laquelle ils étaient présents. Mais ensuite, il faut vraiment s'intéresser au comportement que Lee a eu après le prétendu meurtre de Krista, que les procureurs pourraient utiliser, franchement, comme un présage de ce qu'il vient soi-disant de faire en fuyant avant son procès. Le 8 octobre, le lendemain du meurtre de Krista, les procureurs affirment que Lee a prétendu qu'on essayait soi-disant de lui tendre un piège et qu'il était visé. Il a également affirmé qu'il devait quitter le pays, selon les procureurs. Lee aurait prétendu qu'il devait le faire pour prendre soin de lui-même. Maintenant, passons au 10 octobre. Des témoins affirment que Lee aurait dit devoir quitter Houston et vouloir retourner dans sa Caroline du Sud natale. Les procureurs affirment qu'il voulait repartir le 12, qui est le même jour où il a été arrêté. Les procureurs disent aussi que Lee n'a pas laissé ses enfants parler avec la famille de Krista. Mais peut-être que les anecdotes les plus accablantes que les procureurs disent vouloir utiliser lors du procès remontent à 2023. Les procureurs ont allégué qu'en 2023, Lee avait eu une liaison avec une femme à San Diego. Ensuite, les procureurs disent qu'entre avril et mai 2025, donc souvenez-vous, cela se passe alors qu'il est en liberté sous caution, accusé d'avoir tué sa femme enceinte. Lee a contacté la même femme avec qui il aurait eu une liaison et ils disent qu'il a parlé de projets de fuite au Mexique ou dans d'autres parties du monde. Lee aurait déclaré qu'il pouvait retirer son bracelet GPS. Il aurait également parlé à sa prétendue maîtresse de mariage et de l'obtention d'une nouvelle identité. Il aurait demandé à cette femme si elle connaissait une identité mexicaine à acquérir pour l'aider à quitter le pays, écrivant les procureurs. Il est important de noter que le même mois où les procureurs affirment que cette communication avait lieu en 2025, un grand jury du comté de Harris, au Texas, a inculpé Lee pour meurtre capital dans la mort de sa femme. Parlons donc des preuves à ce stade. Vous avez cette autopsie qui montrerait que Krista a été étranglée à mort. Et puis, il y avait ces récits décrivant un homme qui apparemment n'était pas heureux dans son mariage, mais semblait aussi perdre complètement le contrôle. Nous sommes donc maintenant en 2026 et le 4 mai, les procureurs ont déposé un document accusant Lee d'avoir violé les conditions de sa liberté sous caution. Ils affirment que le 1er mai, les autorités ont reçu une alerte du dispositif GPS que Lee portait, indiquant qu'il avait été trafiqué juste après 21 heures. Les autorités ont tenté de joindre Lee sans succès. Aujourd'hui, nous avons parlé à son avocat, Dick de Guérin. C'est un avocat de la défense très en vue, qui a eu des clients tristement célèbres au cours de sa carrière, comme Robert Durst, que vous connaissez peut-être en tant que sujet du documentaire criminel de HBO, The Jinx. De Guérin nous a dit que Lee Gilley aurait quitté le pays, fuyant d'abord au Canada, puis prenant un vol jusqu'à Milan, en Italie. Et c'est là que Lee Gilley est actuellement en détention. Maintenant, De Guérin nous a dit qu'il n'est pas sûr de la date à laquelle son client a quitté les États-Unis. Il nous a aussi dit qu'il tente de joindre Lee Gilley, sans avoir pu lui parler pour l'instant. De Guérin a déclaré à KPRC TV que lorsque Lee est arrivé à Milan, les autorités semblaient ne pas croire ces informations d'identification. Et son avocat a dit qu'il s'est ensuite identifié lui-même et que Lee a affirmé qu'il était poursuivi à tort au Texas et qu'il voulait demander l'asile. Une partie intéressante de cette histoire est la raison pour laquelle il a pu choisir l'Italie plutôt qu'un autre pays. Pourquoi il serait allé en Italie est un aspect intéressant de cette affaire dont nous allons parler avec notre invité dans un instant. Parce que lorsque Lee a atterri en Italie, il aurait affirmé qu'il était passible de la peine de mort. Je veux que vous vous souveniez de cela. Lee fait face à une accusation de meurtre passible de la peine de mort, mais De Guérin a déclaré à KPRC que les procureurs n'ont jamais dit qu'ils demandaient la peine de mort dans cette affaire. La prochaine audience de Gilley aura lieu le 5 juin. Rejoignez-nous pour discuter de l'affaire et du rapatriement de Lee Gilley aux États-Unis avec Eric Fadis, avocat de la défense pénale. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Donc, Lee Gilley est en détention à Milan, en Italie. Il y a beaucoup à dire sur la façon dont il a même pu se rendre en Italie au départ. Mais maintenant, quel est le processus pour le ramener à Houston? Bien sûr, Chris. Il s'agit donc d'un processus d'extradition assez complexe. Cela va impliquer non seulement l'État du Texas, mais aussi probablement le gouvernement fédéral. C'est vraiment un processus de type diplomatique dans lequel notre gouvernement fédéral doit entrer en contact avec l'Italie. Il y a un certain nombre d'exigences qui doivent être remplies pour que l'Italie accepte d'extrader le prévenu vers l'Amérique, vers le Texas. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un processus assez complexe. Et j'imagine que des mesures sont prises dans ce sens en ce moment.
Son avocat explique à des chaînes locales comment cela se serait passé selon ses informations. Ligili, à un moment donné, on ne sait pas exactement quand, prend l'avion des États-Unis vers le Canada ou arrive au Canada, puis il prend un vol pour l'Italie. Il arrive au poste de contrôle en Italie et apparemment, quelque chose semblait suspect aux autorités italiennes concernant ses papiers d'identité. Et c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il est poursuivi à tort aux États-Unis et qu'il souhaite demander l'asile. Comment cela fonctionne? On parle beaucoup d'asile aujourd'hui, notamment sur le plan politique. Comment cela se passe? Mais dans cette situation, comment cela fonctionne-t-il quand quelqu'un se présente à un poste de contrôle dans un aéroport et dit: Je veux demander l'asile? Vous savez, il y a un seuil plus élevé pour l'asile dans la plupart des pays que simplement j'ai une affaire criminelle contre moi et je pense être accusé à tort. Cela ne suffira probablement pas. En général, une procédure légale formelle exige la soumission de documents. Prouver qu'il est victime de persécution. Souvent, cela concerne la persécution de groupes ethniques ou politiques. Il doit y avoir une menace de mort ou de graves préjudices corporels. Toutes ces choses doivent être documentées pour que le pays d'accueil puisse ensuite traiter la demande d'asile. Mais simplement se présenter, se faire contrôler et dire qu'il y a une affaire bidon contre moi ne suffira pas. Ouais. Et donc maintenant, nous supposons qu'il va revenir aux États-Unis à un moment donné. Nous ne savons pas pourquoi l'Italie était l'endroit où il irait, mais il semble que ce soit un pays qui entretient de bonnes relations avec les États-Unis. Je veux dire, quel genre d'obstacle? J'imagine que s'il s'était envolé pour Moscou, il aurait été un peu plus difficile de le ramener aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous frappe dans le fait que c'est ce pays qu'il a choisi d'aller? Quelques points importants, Chris. Certains pays, comme le Vietnam, d'après ce que je comprends, n'extradent généralement pas. Si une personne va au Vietnam, il est peu probable qu'elle soit renvoyée. La raison pour laquelle je pense qu'il a choisi l'Italie, c'est parce qu'il y a une condition concernant l'extradition. Si une personne risque la peine de mort, alors l'Italie pourrait être beaucoup plus réticente à extrader cette personne. Et l'Italie, d'après ce que je comprends, exige des garanties que même si l'individu est passible de la peine de mort, le procureur ne va pas la requérir. Une fois que l'Italie a ces garanties que la personne extradée ne sera pas condamnée à mort, d'après ce que je comprends, elle est beaucoup plus encline à engager la procédure d'extradition. Et je pense qu'il est probable qu'ils renverront cet accusé. C'est intéressant car je sais que son avocat a dit qu'à ce stade, les procureurs du Texas n'ont pas encore précisé s'il demanderait à la peine de mort. Il est accusé de meurtre passible de la peine de mort. C'est presque comme si, à ce stade, s'il était vraiment préoccupé par la peine de mort, cela pourrait jouer en sa faveur qu'il ait réussi à se rendre en Italie. Peut-être. Comme je l'ai dit, je pense que c'est pourquoi il a choisi l'Italie. J'ai lu quelques articles sur l'affaire. Mon impression était que le procureur n'allait pas demander la peine de mort, même si l'accusation est théoriquement passible de la peine capitale. Si les procureurs rédigent essentiellement une lettre disant «Et Italie, nous n'allons pas demander la peine de mort contre cette personne», je pense que cela suffira probablement à surmonter cet obstacle concernant la peine de mort. Mais si c'était une affaire passible de la peine de mort et qu'il demandait la peine de mort, ce type aurait peut-être plus de recours et il serait plus probable qu'il reste en Italie. Mais je pense que dans les circonstances, C'est peu probable. Oui, non, c'est certainement une dynamique intéressante. Et puis, juste avant qu'on parle de la façon dont cela pourrait jouer sur son procès imminent et de la suite des événements, comment a-t-il pu faire? Parce que s'il fait face aux accusations auxquelles il fait face, il avait évidemment ce bracelet GPS qu'il a retiré. Es-tu étonné que je pense au point de contrôle? Même s'il est entré au Canada, je ne sais pas s'il y a conduit. On ignore cette partie, mais il a réussi à franchir, tu sais, une frontière, d'une manière ou d'une autre, à sortir du Texas, puis à aller jusqu'en Italie. Qu'il n'y a eu aucun signalement en cours de route, jusqu'à ce que, apparemment, il ait une pièce d'identité qui a semblé un peu louche aux gens en Italie quand il est arrivé là-bas. je suis surpris, Chris, qu'il n'ait pas été intercepté avant ça. Je suis surpris qu'il ait réussi à aller jusqu'à l'étranger, jusqu'à mon pays d'origine, l'Italie. Vous savez, normalement, ce qui se passe, surtout si un bracelet GPS est retiré, c'est qu'une notification est envoyée à l'entité qui supervise cela. Souvent, un mandat d'arrêt contre cette personne est émis très rapidement. Et puis, lorsqu'une personne voyage, surtout à l'international, il y a des agents qui vérifient si l'une des personnes entrant dans le pays fait l'objet d'un mandat d'arrêt, et elles sont souvent contrôlées.
Écoute, Chris, j'ai eu des clients en probation qui n'avaient même pas de mandat contre eux. Ils voyageaient simplement et avaient une ordonnance du tribunal leur accordant la permission de voyager. Et ils ont été retenus et interrogés pendant une longue période. Donc, le fait qu'ils soient allés jusqu'en Italie me surprend vraiment. Oui, c'est vraiment surprenant parce que je sais que le bracelet GPS, je crois qu'il y a eu une alerte vers 21 heures, une nuit, mais bon, même s'il a conduit pour y arriver, on pourrait penser que cela aurait déclenché une sorte d'alerte. Et puis tu aurais eu un bon laps de temps pour réagir, pour intervenir. Maintenant qu'il est en garde à vue, il finira par revenir. Si et quand cela ira en procès, comment le fait que cet homme fasse face à ces accusations et bien sûr les preuves dont nous parlerons dans un instant, comment tout cela peut-il influencer la façon dont un jury pourrait le percevoir? Vous savez, je pense qu'il y a deux interprétations possibles, deux façons de voir les choses, l'une du côté de l'accusation, l'autre de la défense. L'accusation va dire que c'est un indice de culpabilité. C'est une personne qui savait que l'étau se resserrait autour d'elle concernant une accusation d'homicide très grave. Et il a essayé de filer, de s'enfuir, de se soustraire à la justice. Il ne voulait pas être attrapé parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal et il savait qu'il risquait d'être condamné. Donc, il a cette conscience de culpabilité. La défense, comme vous l'avez mentionné, son avocat, le très talentueux Dick de Guerin, un avocat de la défense très en vue, a déclaré que la raison pour laquelle l'accusé a quitté le pays était qu'il avait peur. Et vous savez, peut-être que si une personne est accusée à tort du crime le plus grave qui soit, il n'est pas déraisonnable de penser qu'elle puisse paniquer et essayer de prendre, vous savez, des mesures soudaines et impulsives pour tenter d'éviter ce qu'elle considère comme une poursuite injustifiée. Donc, cela va dépendre de l'interprétation que le jury jugera la plus raisonnable à la lumière de toutes les autres circonstances. Je sais que les procureurs ont récemment déposé un document exposant des anecdotes possibles pour leur dossier contre Ligili. Et il semble que, du moins d'après ce que disent les procureurs depuis le tout début, il pensait à quitter la ville. Vous savez, un jour ou deux après, il avait fait des commentaires sur le fait de peut-être fuir le Texas, retourner en Caroline du Sud, ou même aller dans un autre pays. Et puis, bien sûr, en 2025, juste au moment où il est inculpé pour cela, il parle avec sa prétendue maîtresse de peut-être aller au Mexique, ou peut-être ailleurs. Comment tout cela s'accorde-t-il maintenant avec le fait qu'il aurait effectivement quitté le pays? Vous savez, si j'étais le procureur, ce sont de petits trésors que je présenterais à ce jury lors du procès parce que cela montre ce qui se passait dans l'esprit de cette personne. Du point de vue du procureur, comme je l'ai dit, c'est une conscience de culpabilité. C'est un gars qui sait qu'il est coupable, qui essaie d'éviter le résultat ultime d'être enfermé pour le reste de sa vie. Et il est prêt à prendre des mesures extrêmes comme se soustraire à la justice, quitter son pays et envisager plusieurs autres pays. Je pense que lorsqu'un jury regarde cela, il est plus susceptible de conclure que cette personne pensait être coupable et essayait de s'enfuir, plutôt que de croire que cette personne est totalement persécutée et accusée à tort. Et c'est pour ça qu'elle l'a fait. Il aurait pu faire d'autres choses s'il était accusé à tort, comme présenter une défense convaincante. Et à ce niveau-là, pour la défense, oui, il a un avocat très médiatisé. C'est quelqu'un qui a déjà géré des affaires comme celle-ci auparavant. Quand on a, et je pense que dans le true crime, quand les gens entendent qu'il y a eu des allégations d'infidélité et certaines des choses que l'on lit dans ce document, beaucoup de personnes dans les commentaires vont dire le voilà. Je veux dire, je n'ai aucune idée s'il l'a fait ou non. Il est bien sûr présumé innocent. Mais pour un procureur, quand on a ça, vous savez, et que vous pouvez dire et en 2023, c'était quelqu'un qui trompait sa femme. Et puis il recommence à parler à cette personne dans des affaires de violence, comme on a dit, conjugale, à quel point cet élément d'infidélité peut-il constituer une preuve solide? Vous savez, il y a vraiment un risque, Chris, que le jury regarde ça et se demande quelle serait la motivation de cette personne pour éliminer sa femme. Eh bien, la motivation possible, c'est qu'il voulait être avec quelqu'un d'autre. Et au lieu de divorcer, au lieu de se séparer, au lieu de prendre une mesure plus traditionnelle, il est allé jusqu'à l'extrême. Un jury pourrait voir cela et dire, ça va dans le sens du mobile. Ça donne à ce type une raison de vouloir se débarrasser de sa femme parce qu'il veut être avec quelqu'un d'autre. Certes, il y a des arguments opposés, mais je pense que le jury pourrait le percevoir ainsi. En lisant l'acte d'accusation, on voit que les médecins pensent qu'une femme a été étranglée à mort, avec des preuves médicales et une autopsie pour le prouver.
Et puis, hein, vous savez, je me demande, pour vous, en tant qu'avocat de la défense pénale, quand vous êtes confronté à cela et qu'il y a les preuves médicales, parce qu'une partie de l'affaire consiste à dire, écoutez, peut-être qu'il s'ennuyait dans son mariage, ça ne veut pas dire qu'il a tué sa femme. Quand il semble qu'elle a été étranglée à mort, comment contestez-vous cela en défendant un client? Vous savez, il faut garder à l'esprit que l'accusation a ses propres experts et qu'ils discutent avec ces personnes. Parfois, ils ont des relations personnelles avec ces personnes et ces experts ne sont pas forcément 100% impartiaux. Souvent, ils ont un intérêt dans l'issue de l'affaire. Souvent, ils peuvent avoir un prisme à travers lequel ils examinent certaines preuves, ce qui influence leur interprétation. Conclure à un étranglement relève d'une opinion. C'est l'avis d'un expert médical, mais la défense pourrait engager son propre spécialiste en étranglement, voire faire réaliser une autre autopsie pour mener une enquête approfondie et dire, attendez, que la première opinion sur l'étranglement est fausse à cause de X, Y et Z. Donc, quand les gens entendent ces rapports du médecin légiste, ils pensent, oh, c'est forcément vrai, ça doit être un fait médical. Et ce n'est pas forcément le cas. Ouais, et je veux dire, je pense même que, tu sais, c'est une situation vraiment, vraiment différente. Jeffrey Epstein illustre bien que certains affirment qu'un événement a eu lieu, tandis que d'autres préfèrent éviter d'aborder le sujet. Tu sais, on ne va pas ouvrir ce débat aujourd'hui dans cette affaire. Il est censé être jugé. Je regarde juste KPRC à Houston. Le 8 juin était la dernière date d'audience fixée. Le fait qu'il soit en Italie et que tu envisages l'extradition, avec les obstacles actuels dus à ces actes. Selon toi, comment le calendrier pourrait-il évoluer à l'avenir? Oui, bonne question. Tu sais, parce que l'Italie va vouloir voir, c'est la plainte énumérant les chefs d'accusation. Ils vont vouloir voir la déclaration sous serment à l'appui des motifs plausibles. Ils vont vouloir avoir l'assurance qu'il y a des preuves importantes contre ce type. Tu sais, souvent dans l'extradition, s'il n'y a pas de motif plausible déterminé par le pays qui reçoit, si le pays qui reçoit dit «Eh, je ne pense pas qu'il y ait un début de preuve soutenant cette poursuite», ça peut rendre l'extradition beaucoup plus difficile. Donc, le gouvernement doit fournir ces documents. L'Italie doit les examiner. Ils doivent prendre des dispositions logistiques pour transférer une personne en détention accusée de meurtre vers un autre pays. Je pense qu'on parle de plusieurs semaines. Est-ce que cela entraînera un report de la date du procès? Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et enfin, pour finir, lorsqu'il a été arrêté, la police l'a inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes. Il a eu sa première comparution devant le tribunal. La caution a été fixée à 1 million de dollars, puis il a déposé une cautionnement par un garant d'1 million de dollars et il a pu sortir. Sachant cela, je veux dire, à quel point est-il courant qu'un accusé de meurtre avec circonstances aggravantes puisse réellement être en liberté aussi longtemps qu'il l'a été? Je veux dire, je sais que maintenant la caution a été révoquée, et tu sais, quand on fuit le pays, ça change les choses. Mais en général, il semble surprenant que quelqu'un faisant face à cette accusation puisse passer du temps chez lui avec un bracelet GPS au lieu d'être en détention provisoire. C'est plutôt rare, Chris. Tu sais, dans le Colorado où j'exerce principalement, le juge a la discrétion de ne pas accorder de caution du tout lorsque l'accusation d'homicide la plus grave a été retenue. Et donc, le fait que le juge ait accordé une caution et que cette personne ait apparemment eu les ressources pour aider un garant à la fournir, c'est assez rare de pouvoir se défendre contre une accusation d'homicide en étant libre. Mais comme tu l'as dit, tout cela va disparaître. La caution va être révoquée. Il devra beaucoup d'argent au cautionneur et risque aussi d'être inculpé pour violation des conditions de sa liberté sous caution. En plus de cela, c'est un fait qui montre sans doute qu'il se savait coupable. Il s'est mis dans une situation encore plus difficile dont il devra essayer de se sortir une fois que le procès commencera. Et en fait, tu soulèves un bon point. Ça aurait probablement dû être l'une de mes premières de questions. Donc il dépose ce cautionnement par un garant. Comment le fait qu'il se soit ensuite enfui, prétendument, impacte-t-il la situation financière de tout ce système? Totalement. Donc, comment ça fonctionne généralement, Chris? C'est que, disons dans ce cas, il y a une caution d'1 million de dollars. L'accusé va voir un garant et dit: «Eh, je ne peux pas déposer 1 million. Peux-tu m'aider à le faire?» Le garant dit: «Eh, il nous faut au moins 20% de cette somme, soit 200 000 dollars. L'accusé donne cet argent au garant. L'accusé promet qu'il se présentera à chaque future audience, car c'est essentiellement ce que le garant promet au juge. Et donc, lorsque cette condition est violée, cette caution est révoquée. Le garant risque de perdre cet argent et devra tenter de le récupérer lui-même auprès de l'accusé, ce qui, selon les dires, n'arrivera sans doute jamais. Donc, c'est un énorme gâchis.
et ce type ne se verra plus jamais accorder de caution s'il parvient d'une manière ou d'une autre à avancer dans cette affaire. Il va rester derrière les barreaux pendant longtemps, et même la violation des conditions de la caution entraîne généralement une peine d'emprisonnement importante également. Oui, vous soulignez le fait qu'il soit allé en Italie, et cela mettra probablement fin à toute discussion future sur une éventuelle caution. Éric Fadis, avocat de la défense pénale. C'était un plaisir de discuter de cette affaire avec vous. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. C'est tout pour cette édition de On the Case, présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.